Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui accompagné de l'économiste et professeur Richard Wolff et j'attends toujours avec impatience nos échanges. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Merci beaucoup. J'apprécie votre travail, Glenn Dizaine, et c'est un honneur d'en faire partie. Merci. Donc, dans cette guerre par procuration entre la Russie et l'OTAN en Ukraine, l'attention se porte toujours sur le conflit militaire, mais il s'agit aussi d'une guerre économique. En effet, comme nous l'avons appris au début de cette guerre, du moins en 2022, l'objectif et l'hypothèse initiale étaient que les pays de l'OTAN pourraient briser l'économie russe relativement rapidement, c'est-à-dire l'isoler dans le système international, imposer des sanctions paralysantes. Et certains pensaient que cela pourrait être accompli presque en un week-end. Mais de toute évidence, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc je suppose, pour commencer par une question générale avant d'entrer dans les détails, quelle était la stratégie économique? Sur quelles hypothèses reposait-elle? Et pourquoi n'a-t-elle pas réussi? Eh bien, je pense qu'il y avait au moins deux problèmes que le monde occidental, c'est-à-dire l'Europe occidentale, principalement l'UM et les États-Unis, n'a pas évalué correctement. Je ne pense pas qu'il soit possible de présenter les choses autrement pour effacer le sentiment très clair qu'ils ont sous-estimé la capacité des Russes à mener une guerre militaire conventionnelle et qu'ils ont surestimé l'efficacité des sanctions économiques comme arme puissante dans le cas où l'option militaire ne fonctionnerait pas. Malheureusement, ils se sont trompés sur les deux points. Ils ont sous-estimé le potentiel militaire russe et surestimé l'impact que pourraient avoir les sanctions. Et donc, ils ont perdu la guerre. Et ils trouvent cela pratiquement impossible. Eh bien, pas virtuellement. Ils trouvent impossible de reconnaître cette erreur de jugement. Lorsque des gens s'engagent dans une guerre, ils devraient savoir que les guerres ont une fâcheuse tendance à produire des résultats inattendus, à ne pas avoir pris en compte telle ou telle ressource d'un côté ou de l'autre. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles on évite la guerre, en plus de tous les coûts politiques, moraux et physiques évidents, c'est l'incertitude. Et c'est une grave erreur de ne pas accorder à l'incertitude le respect qu'elle mérite. Rien n'illustre cela mieux que ce que nous voyons actuellement. Vous savez, la Russie est un pays bien plus grand que l'Ukraine. Donc il y a un avantage évident en termes de main-d'œuvre que les Russes apportent à un tel conflit. Cela aurait dû ralentir les gens, mais de nos jours, alors que nous nous espionnons les uns les autres avec des satellites, et ainsi de suite, il est facile de mal interpréter la situation et de croire que les Russes disposent de plus de missiles et d'une plus grande capacité de drones. Et même s'ils ne l'avaient pas en février 2022, ils ont la capacité d'augmenter leur production. Et cela est bien connu, ou aurait dû l'être. Cela a rendu toute la situation militaire incertaine. Et ils l'ont compris, car dès le début, les Européens et les Américains étaient prêts et capables d'augmenter la qualité et la quantité de leur soutien militaire. Souvenez-vous, au début de la guerre, ils n'allaient pas recevoir de gros chars, puis ils les ont eus. Ils n'allaient pas recevoir de F-16, puis ils les ont eus. Ils n'allaient pas recevoir telle ou telle capacité de missiles. Ils l'ont compris. Cela a été relevé à chaque fois, sans admettre que de toute évidence, vous pensiez qu'ils ne seraient pas nécessaires, puisque vous les fournissez, alors que la guerre est déjà bien engagée. Après avoir eu l'occasion, en mars et avril 2022, de parvenir à un règlement négocié lors des fameuses réunions à Istanbul, etc. Je pense qu'ils ont systématiquement sous-estimé la capacité militaire de la Russie. De même, ils ont mal compris les sanctions. Il y a deux choses à dire à ce sujet. Premièrement, il existe une longue histoire de sanctions,
peut-être pas aussi importantes que celles imposées par les Européens à la Russie, peut-être pas aussi écrasantes que lorsque les États-Unis et les Européens imposent des sanctions ensemble. D'un autre côté, l'histoire des sanctions est surtout une histoire d'échec. C'est documenté. Il existe des livres, je les ai lus. Il existe des articles, je les ai lus, sur les sanctions qui posent la question logique. La sanction a-t-elle atteint l'objectif qui lui était assigné? Il y a un consensus assez fort pour dire que les sanctions peuvent être un fardeau, qu'elles peuvent entraîner certains coûts pour leur cible, mais qu'elles aboutissent très rarement à un résultat décisif. Et cela me fait me demander, d'où vient cette confiance extraordinaire en Occident que ces sanctions auraient l'effet escompté? Vous savez, je suis la situation du petit pays qu'est Cuba. Il comptait 8 millions d'habitants lorsque les sanctions ont commencé. Il en compte, je crois, 11 ou 12 millions aujourd'hui. Cela a été une sanction systématiquement dévastatrice pour Cuba. Cuba a payé toutes sortes de prix pour avoir été l'objet de sanctions. Je ne le nie pas un instant, mais la réalité évidente est que malgré l'isolement politique et malgré les sanctions, Cuba reste aujourd'hui un adversaire aussi résolu des États-Unis qu'elle l'était à l'époque de Fidel Castro et depuis sa mort. Cela n'a pas fonctionné, cela n'a pas entraîné de changement de régime, cela n'a pas changé le système économique. Rien de tout cela. Et vous savez, c'est pathétique que cela ait été maintenu aussi longtemps contre un petit pays. Mais peut-être que la chose la plus importante dont nous devrions parler maintenant est une question différente, que j'aimerais mettre en avant, car je pense qu'elle touche à de nombreux autres sujets brûlants. Nous vivons dans une économie mondiale différente. Elle est radicalement différente de ce qu'elle était il y a 20 ans, et encore plus de ce qu'elle était dans la seconde moitié du XXe siècle. À cette époque, les États-Unis dominaient les flux de capitaux, les exportations mondiales, les importations mondiales, les prêts, tout en somme. Le dollar était la monnaie souveraine mondiale, etc., etc. Tout cela n'est plus vrai aujourd'hui, et rien ne l'a remplacé en Occident. Il y a eu une montée en puissance, alors que l'importance économique des États-Unis et de leurs alliés d'Europe occidentale, le G7 si l'on veut le voir ainsi, a décliné. Ce déclin du G7 ne s'est pas arrêté. Cela continue pendant que je vous parle, et la montée d'une alternative continue d'être aussi gravement sous-estimée que l'a été la capacité militaire de la Russie et la surestimation des sanctions. Je parle de la Chine et des BRICS. Ce que la Russie a fait, c'est se tourner vers la Chine et les BRICS. La Russie, souvenez-vous, est un membre fondateur des BRICS, et une partie importante, c'est certain. Et ils se sont tournés vers leurs partenaires, surtout la Chine, l'Inde, l'Indonésie et d'autres, pour obtenir une aide extraordinaire afin de compenser à la fois leurs problèmes militaires et les sanctions. D'après tout ce que je peux constater, assis ici à New York en tant qu'Américain, la planification stratégique, tant sous M. Biden que sous M. Trump, n'a pas pris en compte, n'a pas anticipé, n'a pas prévu ce que les BRICS pouvaient apporter aux Russes cette fois-ci, en matière militaire et de sanctions. Si vous ne pouvez pas vendre du pétrole et du gaz, si c'est une exportation cruciale, comme c'est le cas pour la Russie, si vous ne pouvez pas le vendre à l'Europe de l'Ouest, mais que vous pouvez le vendre à l'Inde, à la Chine, à l'Indonésie, quelle est la portée des sanctions? Je veux dire, cela n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Et je pense que nous assistons à un lent, et je suis stupéfait de voir à quel point c'est lent déclin. Il n'y a pas si longtemps, M. May, Trump a donné une conférence de presse et un journaliste lui a posé une question sur les BRICS, et il a balayé le sujet. Ce n'est pas une question importante.
Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant qu'économiste professionnel, qui observe le monde depuis toujours, c'est probablement la chose la plus importante à laquelle je puisse penser en termes de changement des conditions économiques. Et voici mon point final. Nous pourrions parler des sanctions, et je pourrais vous expliquer en détail comment les BRICS ont aidé. Mais il est peut-être encore plus important que les gens comprennent que l'efficacité, en ce qui concerne la guerre en Ukraine, a été mal comprise. L'efficacité des BRICS est aujourd'hui tout aussi mal comprise, car les BRICS vont avoir un impact énorme sur le fait que le programme tarifaire de M. Trump s'avère bénéfique ou désastreux pour les États-Unis. De la même manière que la guerre en Ukraine a été reconnue comme un désastre par M. Trump lui-même. Je veux dire, il explique la catastrophe différemment. Il attribue les responsabilités différemment, mais cela reste une catastrophe. Il le dit lui-même. La plupart du reste du monde l'admet. Les Européens de l'Ouest deviennent chaque jour plus déprimés, plus isolés, et arrivent lentement à la même conclusion. Ils ne veulent pas l'admettre, mais c'est assez évident. Mais encore une fois, le BRICS représente le changement. Et je ne veux pas minimiser le rôle de la Chine. Je veux dire, la Chine est évidemment le centre de ce que représentent les BRICS. Mais il est très important que les Chinois aient une alliance croissante et forte, 9 ou 10 partenaires, et une douzaine d'affiliés supplémentaires, ou peu importe comment ils les appellent exactement. On les voit se préparer à un tournant vers une économie nationaliste pour lequel personne d'autre n'est prêt. L'Europe est divisée et totalement incapable de faire face à la nouvelle économie mondiale, et les États-Unis pareil. Les actions, par conséquent, sont désespérées, comme un tarif appliqué à tout le monde. Mais l'ironie, c'est que la meilleure position pour gérer cela, c'est la Chine et les BRICS. Ce que nous voyons se dérouler est extraordinaire, et cela amène toutes sortes de personnes, notamment pas seulement quelques-unes comme moi. Dans ce cas, je ne suis pas du tout seul. Cela ne me dérangerait pas d'être le seul, mais je ne le suis pas du tout. Et vous le savez. Vous avez interviewé Yanis Varoufakis, qui expliquera la même chose sous un autre angle. Il se concentre un peu plus sur le dollar et toutes ces questions, mais il est très intéressant et il a tout à fait raison. Et il fait partie des nombreux qui arrivent lentement, dans son cas, pas si lentement, à ses conclusions, mais il a une expérience unique, du fait d'avoir été ministre des Finances en Grèce et de sa longue histoire d'écriture sur ces sujets. Je me souviens que Trump a dit à propos de la dédollarisation, « Je menace les BRICS de tarifs douaniers à 100%, donc les BRICS, c'est fini. » Et cette attitude méprisante envers les adversaires, je pense que c'est une véritable faiblesse, non seulement des États-Unis, mais aussi des Européens. Ils disent que tout le monde s'attendait à ce que la Russie s'effondre, mais ce n'est pas vraiment vrai. C'est parce qu'ils ont censuré toute dissidence. Pour moi, personnellement, c'est la seule chose sur laquelle je travaille depuis presque 2014. Ceci est la réorganisation économique de la Russie vers l'Est, dans le cadre de cette initiative de la Grande Eurasie. Encore une fois, je l'ai dit à tout le monde ici, si vous voulez comprendre ce que font les Russes ainsi que les Chinois, vous devriez lire Hamilton, vous devriez lire Friedrich List, vous devriez lire Sergei Witte. Ce sont ces idées qui sont suivies aujourd'hui. Et essentiellement, oui, vous fermez la porte, vous dites, eh bien, vous essayez de délégitimer les sanctions, vous suggérez qu'elles ne fonctionnent pas, donc nous ne les appliquerons pas. Et donc, les Européens en particulier, sont entrés dans cette situation en étant très aveugles, sourds et muets, ou comme le dit notre ami Varoufakis, le continent stupide.
Et je pense que c'est un énorme problème. Mais encore une fois, mon point est que l'hypothèse selon laquelle les Russes vont simplement attendre que cela passe ne tient pas compte de ce qu'ils essaient réellement de faire ici, à savoir que cela n'a fait qu'intensifier ce qu'ils font depuis au moins 8 ans. S'éloigner du modèle américain et se diriger vers une infrastructure économique multipolaire. Mais tu as dit que tu pouvais expliquer comment les BRICS ont aidé les Russes à contourner les sanctions. Comment as-tu évalué cela? Parce que je sais que ça touche de nombreux domaines, mais sur quoi te concentres-tu précisément? Eh bien, pour moi, c'est une tentative aux États-Unis. Il y a, j'ai oublié qui l'a dit, mais un type désagréable a qualifié la Russie de station-service, essayant de fonctionner comme un pays, ou quelque chose d'aussi malin. McCain, oui. La Russie est une station-service déguisée en pays. J'ai toujours dit que la Russie est une civilisation déguisée en pays. Mais soit. On nous a donc appris qu'il est d'usage de penser que quelque chose a terriblement mal tourné en Russie en 1917, que le traumatisme de la Première Guerre mondiale, le traumatisme de la défaite de la Russie dans cette guerre, l'a entraîné dans une mauvaise direction, sous la conduite de Lénine, Trotsky, Staline et tout cela. Ils ont tenté une expérience. Elle a duré 60 à 70 ans. Puis, l'impossibilité intrinsèque du modèle socialiste a conduit à sa fin en 1989-90. Cela a ouvert la voie au grand moment unipolaire des États-Unis, qui ont ainsi pu prendre la position qu'ils occupaient déjà sous bien des aspects depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour dominer totalement le monde, puisque l'Union soviétique était le seul obstacle à tout cela. Et on nous a dit, en gros, on nous a enseigné, notamment par les professeurs spécialisés dans l'Union soviétique, la Russie et tout cela, car pendant la guerre froide, par exemple, dans mon parcours éducatif, et je suis le produit des grandes écoles américaines, j'ai étudié à Harvard, Stanford et Yale. Voilà mon parcours, 10 ans dans cette succession absurde d'institutions. Mais j'ai eu des professeurs très réputés dans ce domaine, et ils expliquaient qu'il s'était écoulé 30 ans depuis 1990 et que la Russie avait dû défaire toutes les erreurs que représentait l'Union soviétique. Et donc, elle était devenue, vous savez, un pays en retard, qui exportait son agriculture, ses mines et ses minéraux, tout ce qui se trouvait sous terre, comme autant de matières premières que d'autres allaient ensuite utiliser. Et l'histoire de l'énergie s'inscrivait dans ce schéma. On nous montrait quelle part du PIB représentait le pétrole et le gaz, tout cela. Cela signifiait que l'on comprenait l'Union soviétique comme étant extrêmement déséquilibrée dans son développement industriel et extrêmement dépendante des exportations. Aucune de ces affirmations n'est vraiment exacte. Ce ne sont pas seulement des exagérations, elles déforment ce que la Russie essayait de faire. On a commis la même erreur avec la Chine. Je veux dire, ils ont reconnu que la Chine était allée plus loin, mais la Chine aussi était perçue comme un pays déséquilibré, sous-développé, mal géré socialement et dépendant des exportations. Par conséquent, ces pays devaient être facilement vaincus, surtout dans une guerre d'usure, et devaient aussi pouvoir être facilement étouffés en coupant les exportations dont ils dépendaient, de différentes manières, mais ils dépendaient tous d'eux. Et les États-Unis étaient dans une position idéale parce qu'ils dépendaient principalement de l'exportation vers ce pays et secondairement vers l'Europe occidentale. Il s'agissait donc d'une image erronée qui concernait davantage la seconde moitié du XXe siècle que ce qui s'est passé depuis. Chaque jour, elle devient de plus en plus une caricature, ce qui signifiait que la logique des sanctions ne fonctionnerait pas. Ce que l'on observe, c'est ce que nous voyons effectivement aujourd'hui. Les exportations sont redirigées ailleurs.
Et les importations que ces exportations finançaient sont désormais payées parce qu'elles proviennent d'autres régions du monde et sont financées par des exportations vers ces autres régions. Enfin, ces autres régions du monde, qu'il s'agisse d'exportations de céréales, d'engrais ou de pétrole et de gaz, sont suffisamment nombreuses, grandes et désormais assez riches pour pouvoir s'adapter aux ajustements opérés par les Russes. Et comme vous le dites à juste titre, ce sont des choses qui étaient déjà en cours. Il n'a pas fallu tout recommencer à zéro. Ce que cela a fait, c'est donc accélérer un processus déjà existant. Et un dernier point à ce sujet. Il est surprenant, d'une certaine manière, que les États-Unis continuent d'affirmer, comme M. Trump l'a fait encore ces 2 derniers jours, que la guerre est une expérience négative pour les Russes sur le plan économique. C'est étrange venant des États-Unis, car notre histoire au siècle dernier a été marquée par le fait que l'entrée en guerre lors de la Seconde Guerre mondiale a permis de surmonter la Grande Dépression. Partir en guerre n'a pas été une expérience dommageable dans les années 40. Cela a été un coup de pouce économique. Le taux de croissance, le PIB, a grimpé en flèche. La masse de personnes au chômage a été mise au travail, la moitié dans l'armée, l'autre moitié à produire l'équipement utilisé par l'armée. Et c'est quelque chose de similaire qui s'est produit en Russie. Ils ont bénéficié d'un stimulus grâce à cette guerre, ce qui explique en partie pourquoi le rouble ne s'est pas effondré et qu'une dépression ne s'est pas abattue sur la Russie. Rien de tout cela. Rien de tout cela. Et je ne dis pas que l'économie russe n'a pas de problème. Elle en a. Ou que les BRICS n'ont pas de problème. Ils en ont. Ou que les BRICS ne sont pas très hétérogènes. Ils le sont. Tout cela est vrai. Mais cela ne change pas le fait que faire la guerre à la Russie et sanctionner la Russie sont des projets que les évolutions de l'économie mondiale ont rendus inefficaces. Concernant leur façon de voir la Russie, mais aussi les Chinois d'ailleurs, on dit souvent dans l'armée que les généraux mènent toujours la guerre précédente, mais c'est aussi vrai pour la guerre économique. J'ai entendu des personnes qui ont rencontré et connaissent la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dire que, par exemple, sa vision de la Chine était la suivante. C'est un pays communiste. Ils ne savent pas faire d'économie. Ils n'innovent pas. Ils volent. Ils s'appuient sur ces stéréotypes idéologiques du XXe siècle en regardant l'Union soviétique. Mais bien sûr, on peut dire que la Chine est très différente de ce qu'a jamais été l'Union soviétique. En effet, leur capacité à innover et tout le reste. Mais bien sûr, la Russie n'est pas la Chine aujourd'hui. Ils sont beaucoup plus petits à tous égards. Mais la mesure dans laquelle ils parviennent à développer une grande souveraineté technologique, leurs propres écosystèmes numériques, à se diversifier et à ne pas simplement dépendre des corridors physiques facilités par les Chinois et la nouvelle route de la soie, mais à avoir les leurs. La diversification financière avec les banques, les systèmes de paiement et tout cela est assez significatif. Et le fait, comme vous l'avez dit, qu'ils n'auraient pas pu faire cela seuls, mais qu'ils ne poursuivent pas une Eurasie hégémonique russe. Ils savent qu'ils doivent travailler et harmoniser leurs intérêts avec les autres grands acteurs, donc la Chine, l'Inde et tous les autres. Donc je pense qu'il y a toujours cette tendance à sous-estimer l'autre camp, surtout quand on s'appuie fortement sur ces stéréotypes idéologiques. Mais qu'en penses-tu si on se concentre sur une question précise, celle des sanctions? Parce que, en Europe, nous avons porté un coup dur à nos économies en nous coupant du pétrole et du gaz russe. L'idée, c'était que ce serait la solution miracle, que cela détruirait l'économie russe. Bien sûr, il y a d'autres aspects aussi, mais selon toi, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le plan énergétique?
Pourquoi n'avons-nous pas su prévoir la capacité des Russes à se diversifier? Oui, je pense que cela dépend beaucoup de l'idéologie ici, parce que nous parlons de calcul. Personne ne peut voir l'avenir. Donc les gens au Pentagone et ceux du Washington Post essaient comme nous de comprendre dans une certaine mesure ce qui se passe. Quels sont les risques? Quels sont les changements que nous devons prendre en compte alors que nous poursuivons notre objectif? Si l'on met de côté l'objectif un instant, je me demande, comme vous, comment expliquer une telle erreur de calcul? D'une certaine manière, c'est une vieille question. Comment expliquer que ce soit Hitler ou Napoléon? Des gens qui combattent, gagnent, puis perdent de façon catastrophique. Que s'est-il passé? Vous savez, qu'est-ce qu'ils n'ont manifestement pas fait, puisque le résultat est à l'opposé de ce qu'ils cherchaient à accomplir. Et j'ai bien peur, j'aimerais que ce ne soit pas le cas, que les États-Unis soient, en un sens, victimes de leur propre incapacité à s'adapter à un monde qui a changé. Permettez-moi de vous donner une idée de la façon dont cela fonctionne, car c'est en train de se produire en ce moment même. C'est très, très important. Je vais commencer par la Chine. Je m'intéresse à la Chine depuis que j'étais étudiant en économie. J'ai rédigé mon mémoire de maîtrise sur les communes chinoises. Pourquoi Mao a-t-il fait cela si tôt après la Révolution? Pourquoi cela n'a-t-il pas réussi? Pourquoi ont-elles été abandonnées? Et ainsi de suite. J'ai donc suivi ces questions tout au long de ma carrière, depuis de nombreuses décennies maintenant. Je n'ai jamais cessé d'être impressionné par mes professeurs. Et comme j'ai fréquenté des écoles d'élite, mes professeurs ont été les conseillers économiques de la plupart des présidents. Les Bush, les Clinton, Obama. Ce sont des personnes que je connais personnellement et qui ont été mes enseignants dans de nombreux cas et dont j'ai lu les travaux. Je ne peux pas vous dire combien de fois, lorsque je posais une question sur un développement économique en Chine, ils me répondaient que ces statistiques n'étaient pas réelles, qu'à la différence de nos statistiques qui sont recueillies par des mesures objectives et tout cela, les Chinois étant communistes. Et comme je savais qui étaient les communistes, je comprenais que c'était une caricature. Mais cela continuait. Après qu'il soit devenu impossible de prétendre que la Chine ne s'était pas développée économiquement à peu près comme elle l'avait affirmé, j'ai eu droit au deuxième niveau d'argumentation. Oui, ils ont fait des progrès. Et vous savez pourquoi? Parce que Deng Xiaoping a ouvert la Chine à l'entreprise capitaliste privée, chinoise et non chinoise. Ils ont accueilli l'Occident. Le président Nixon et Henry Kissinger ont fait leur célèbre voyage dans les années 70 et ont ouvert la Chine. Ces communistes très intelligents et habiles ont introduit le capitalisme, sans lequel ils n'auraient pas pu réussir. Et lorsque je faisais remarquer qu'une grande partie de la croissance statistique avait été réalisée avant cette transition, ils balayaient simplement l'argument. Je leur faisais perdre leur temps. Ils savaient ce qui avait été fait, et que la croissance même du capitalisme était la reconnaissance par le Parti communiste chinois que son seul avenir résidait dans un secteur capitaliste privé en expansion constante, absorbant et profitant de l'atrophie sans fin du secteur public. L'idée selon laquelle il existait ici un système différent, qu'on aurait une économie composée à 50% de privé, 50% de public, et que le secteur public investirait dans tout ce qui était jugé nécessaire, mais pour lequel le profit privé n'était pas une incitation suffisante. C'est une autre façon de comprendre comment on alloue le capital. Et le résultat, c'est un taux de croissance économique, en moyenne, pendant 30 ans, 2 à 3 fois plus rapide que ce que les États-Unis peuvent obtenir. Cela devrait clore le débat.
Et j'explique cela aux personnes qui m'ont appris à penser ainsi. Et elles ne savent pas quoi faire en l'entendant. Alors elles traitent cela comme quelque chose de négligeable. Ce n'est pas inclus dans la conversation. Et elles vont brandir le poids des États-Unis, dans lequel elles ont toutes grandi, tout comme moi, dans la seconde moitié du XXe siècle, avec l'Amérique dominante. Elles ne pensent pas que cela ait vraiment changé. Elles ne le voient pas. Elles ne peuvent pas le voir. Et le résultat, c'est qu'elles commettent des erreurs de jugement catastrophiques. Et même lorsque ce que j'ai fait, lorsque vous leur expliquez, voilà, vous avez mal compris ce que les BRICS peuvent faire. Qu'est-ce que cela signifie lorsque M. Modi en Inde regarde autour de lui dans le monde, et Dieu sait qu'il n'est pas communiste, il n'est pas marxiste, il n'a aucun intérêt pour tout cela. Mais lorsqu'il observe le monde et évalue les risques et les avantages qui s'offrent à lui, il prend grand soin d'acheter chaque dernière goutte de pétrole que les Russes doivent lui envoyer et de répondre à M. Trump en disant « Vous savez, je ne peux pas faire ce que vous me demandez et je ne le ferai pas. Il va falloir vous y faire. Ou alors, vous pouvez déclarer la guerre au monde entier. Mais dans ce cas, vous êtes encore plus fou que ceux qui vous traitent déjà de fous. Donc, je ne peux pas fonder ma politique là-dessus. » Et Xi Jinping agit de la même manière. De plus en plus de dirigeants à travers le monde en viennent à la conclusion qu'on ne peut pas négocier ainsi. Vous avez affaire à des personnes dont la compréhension de leur situation est tellement différente de la vôtre que c'est un peu comme essayer de faire asseoir M. Poutine et Messi. Zelensky, pour qu'ils se parlent. Qu'y a-t-il à discuter? Ils ne comprennent pas le monde dans lequel ils vivent de manière comparable. À un certain moment, lorsque la Russie aura terminé ce travail, c'est ce qu'il me semble. Bien sûr, je peux me tromper, mais c'est ainsi que je le vois. Quand les troupes seront autour de Kiev, ou peu importe où, alors il y aura un moment où leurs perspectives convergeront, mais pas encore. Et donc, ils sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, ou presque. Je crains de devoir vous dire que l'Ukraine, comme vous l'avez dit au début de notre conversation, est le point de tension. Mais c'est un point de tension non seulement parce qu'il y a un conflit armé là-bas, mais aussi parce que c'est un point de tension lié à un bouleversement mondial. Et il est insoluble parce que ce bouleversement n'a pas encore été intégré dans la capacité mentale d'au moins un des camps dans ce jeu. Et si je peux me permettre, je ne veux pas changer de sujet, mais c'est un peu comme regarder l'histoire de Gaza. Vous savez, un camp considère qu'il s'agit d'une menace existentielle, que des personnes appelées Palestiniens existent. Comment allez-vous vous asseoir avec le Hamas ou tout autre représentant des Palestiniens et avoir une conversation si telle est votre attitude? C'est comme demander, je ne sais pas, à Hitler de s'asseoir avec le chef de la communauté juive de Berlin pour trouver un accord. Ce n'est pas possible, car l'existence de l'un est inacceptable pour l'autre. Et vous savez, cela pourrait finalement être l'argument le plus puissant que les Chinois auront pour s'imposer comme hégémon mondial. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est certainement une idée à laquelle les gens devraient penser. Étant donné la succession de l'Empire néerlandais, de l'Empire britannique, de l'Empire américain, se demander si les Chinois seront probablement les prochains n'a rien de bizarre. C'est une question raisonnable à examiner. Je pense que les Chinois en sont conscients, et je pense que le reste du monde l'est aussi. Il devient alors très étrange que les États-Unis fassent semblant qu'aucun de ces éléments ne constitue une base raisonnable pour que les gens agissent. Dans ce cas, ce sont les États-Unis qui deviennent bizarres, pas les autres pays, car ils comprennent clairement comment les Américains perçoivent la situation.
Nous mettons en scène une façon de penser le monde qu'ils ont observé avec nous depuis 100 ans. Ils comprennent donc d'où cela vient, mais ils vivent dans un autre monde, et ils voient quel monde est en train de disparaître, et lequel est en train d'émerger. Il faudra bien affronter cela tôt ou tard, mais je peux vous dire, mieux que sur n'importe quel autre sujet, que nous n'en sommes pas encore là. Je veux rappeler à tout le monde que nous venons d'avoir une élection présidentielle en novembre dernier, il n'y a pas si longtemps, au cours de laquelle les principaux candidats à la présidence, Trump, Biden, puis Harris, n'ont jamais évoqué le déclin de l'Empire des États-Unis. Et à ma connaissance, aucun d'entre eux n'a mentionné les BRICS, ni aucun changement fondamental. Rien n'a été discuté concernant une économie mondiale transformée. Je trouve cela une preuve terriblement puissante que nous avons une déconnexion très profonde. Et je pense que M. Trump est en train de découvrir, étape par étape, que ce qu'il n'avait pas anticipé, tout ce qu'il appellera sans doute des conséquences imprévues ou qu'il attribuera à d'autres, c'est qu'on ne peut pas déclarer des droits de douane contre le reste du monde. On ne peut pas faire ça. C'est trop insensé. C'est trop écrasant. Il y a trop de variables qui partent dans trop de directions pour que l'on puisse avoir confiance en quelque prédiction que ce soit. Je veux dire, au cours des dernières 24 heures, la plus grande entreprise automobile de ce pays, General Motors, a réagi aux tarifs douaniers, dont le but affiché est d'augmenter la production industrielle aux États-Unis, en expliquant qu'elle la réduit ici et augmente la production de voitures au Mexique. Et von der Leyen appelle M. Trump, dit « Nous ne pouvons pas respecter la prolongation du jeu des tarifs jusqu'au 1er juin. S'il vous plaît, accordez-nous un délai. » Et il accorde une extension jusqu'au 9 juillet. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je devrais vous interviewer. Dans le cas des Européens, la confusion, l'incapacité à instaurer une quelconque solidarité que je puisse identifier, je trouve cela incroyable. C'est juste, combien de temps allez-vous continuer alors que le monde devient de plus en plus les États-Unis et la Chine, et que la pertinence de l'Europe se dissout d'heure en heure? C'est juste, n'y a-t-il personne en position de faire quelque chose à ce sujet? Et allez-vous tous laisser les Allemands se réarmer à nouveau? Je trouve cela stupéfiant. Je pense qu'une partie du vide stratégique qui existe à la fois aux États-Unis et en Europe provient de l'incapacité à, comme vous l'avez dit, reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, si l'on prend votre exemple de l'élection présidentielle américaine, il y a une élection et personne ne discute de l'époque historique que nous traversons. En réalité, le déclin de l'Empire américain et maintenant des pays de l'Est, menés par la Chine, prennent le relais et deviennent les principaux moteurs de l'économie mondiale. Cela doit être l'axe central, car lorsque vous élaborez une stratégie, vous identifiez les grandes tendances, vous évaluez vos ressources et vous voyez comment maximiser vos avantages dans ce contexte. Mais c'est un gros problème. Même après la guerre froide, cela restait un problème, parce que nous continuions à parler de l'ère post-guerre froide, ce qui est un concept très pauvre, puisque cela ne fait que désigner ce qui n'existe plus. Vous savez, avant, c'était la guerre froide. Maintenant, ce n'est plus le cas. Nous aurions dû appeler cela l'ère hégémonique. Mais, vous savez, ce n'est sans doute pas très vendeur. Mais c'est pourquoi je pense que l'époque actuelle doit être définie comme, vous savez, la fin de l'unipolarité et la transition vers la multipolarité. Si on la voit ainsi, les États-Unis pourraient avoir une certaine clarté stratégique. Encore une fois, ce serait bon pour l'Amérique et bon pour le monde. Comment les États-Unis, en déclin relatif, sont-ils censés se réajuster avec le reste du monde? Comment pouvons-nous coexister avec les Chinois en tant qu'égaux, d'une manière qui, vous savez, atténue les menaces ou les défis et maximise les avantages?
Mais ce ne sont pas les discussions que nous avons. À la place, nous parlons de communisme et des peuples épris de liberté. Et c'est comme une longue publicité pour Coca-Cola. C'est très étrange, et nous passons à côté de la même chose ici en Europe. Vous savez, je ne veux pas, il est trop courant en Europe, de critiquer les Américains. Mais ici, je pense que c'est encore pire, parce que nous avons attaché notre destin à celui des États-Unis. Cela devait être un empire collectif, une hégémonie collective. Et dans un monde multipolaire, on voit les États-Unis s'orienter dans d'autres directions, avec des priorités différentes. Alors, que font les Européens? Au lieu de diversifier leur connectivité économique et de mettre fin à cette division militarisée de l'Europe, que faisons-nous? Eh bien, nous essayons d'augmenter notre propre valeur aux yeux de l'Amérique en étant encore plus soumis, encore plus obéissants, en espérant que les Américains continueront à nous considérer comme un allié et nous feront remonter dans leur ordre de priorité. Ainsi, un ancien hégémon pensera toujours que nous sommes une priorité. Franchement, tout cela est complètement insensé. Et comme vous l'avez dit, les Européens ont des intérêts différents. Nous savons que l'UAM ne poursuit plus les intérêts nationaux de ses membres. Donc c'est le chaos total. Dans ce chaos, je pense qu'ils essaient de s'accrocher à l'épouvantail russe pour rassembler un consensus. Mais encore une fois, c'est un consensus qui sape davantage nos intérêts nationaux. Encore une fois, on remilitarise les lignes de division de l'Europe et on réduit nos propres économies en nous coupant de leur énergie et de l'immense marché russe. Donc je ne sais pas, je suis très frustré par l'Europe et il y a peu de raisons d'être optimiste. Mais vous avez mentionné que la guerre en Ukraine semblait toucher à sa fin. Je le constate sur le champ de bataille. Vous voyez que l'économie ne va pas bien. De plus, la cohésion interne n'est pas excellente. On entend de plus en plus de voix ukrainiennes reconnaître que la fin approche. Les Ukrainiens, y compris des hauts responsables, commencent à reconnaître que peut-être les pays de l'OTAN n'étaient pas là pour aider, mais pour utiliser les Ukrainiens comme main-d'œuvre afin de combattre la Russie. Donc, les choses commencent à se fissurer. Je ne dis pas que tout va s'effondrer dans les prochaines semaines ou même dans les 2 ou 3 prochains mois, mais il semble que nous entrions dans la phase finale. Donc, si nous perdons cette guerre, si l'OTAN perd cette guerre, ce que vous savez, beaucoup espéraient voir raviver l'ère hégémonique. Il y a maintenant des craintes que cela mette fin à la soi-disant ère dorée. Je crois que c'est le président polonais qui a dit que si nous perdons la guerre en Ukraine, cela mettra fin à l'ère dorée de l'Occident. Que pensez-vous qu'il se passerait? Quelle sera la conséquence directe? Non pas si, mais quand nous perdrons la guerre en Ukraine. Je crains que la situation qui se dessine ici aux États-Unis soit que l'Europe n'a que très peu à nous offrir et qu'on peut donc s'en passer. Monsieur Trump dit « Je vais m'en aller. Si je n'obtiens pas ce que je veux en Ukraine, eh bien je m'en irai. Et c'est un problème européen. Si j'étais européen, cela me terrifierait. Pas pour la raison qu'ils invoquent, que je comprends. Les États-Unis, si vous n'avez pas pu vaincre la Russie avec des armes et de l'argent américain, vous n'y arriverez certainement pas sans armes ni argent américain. C'est tout simplement absurde. Personne ne prend cela au sérieux, sauf peut-être les médias en Europe. Difficile à dire. Mais cette idée de se retirer est soutenue par une transformation qui s'opère depuis un certain temps, menée par la base républicaine conservatrice. Les Européens nous dupent. Les Européens sont exploiteurs. C'est une sorte d'interprétation étrange de l'économie, d'un point de vue moralisateur, ce qui était autrefois considéré ici comme démodé et pas très pragmatique. Mais on le voit réellement aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Monsieur Trump a des conseillers économiques. J'en connais certains, comme Scott Bessent ou Monsieur Navarro et d'autres encore. Apparemment,
ils lui ont dit quelque chose qui, s'ils l'avaient affirmé lors d'un séminaire d'économistes, les aurait fait ridiculiser. Mais ils le lui ont dit, que s'il y a un déséquilibre commercial, autrement dit, si je prends un pays au hasard, le Vietnam envoie pour 100 milliards de dollars de vêtements bon marché aux États-Unis, mais n'achète que pour 40 milliards de dollars de produits américains, c'est le signe d'une tricherie. Non seulement c'est un signe de tricherie, mais c'est un signe de tricherie de la part du gouvernement vietnamien. Quand j'entends cela, et que j'explique à mon public ici en Amérique que la décision de produire des vêtements au Vietnam a été prise, dans de nombreux cas, par des entreprises américaines qui ont déplacé leur production de la Chine, où les salaires avaient augmenté, vers le Vietnam, où ils ne l'avaient pas encore fait, et que donc il s'agissait d'une décision motivée par le profit et génératrice de profit, prise par des entreprises américaines dont le siège se trouve à Washington, juste à côté, et que vous en tenez le gouvernement vietnamien pour responsable, cela n'a aucun sens. C'est de l'ignorance, et vous n'êtes pas une personne ignorante. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, je pense qu'il faut alors se tourner vers l'idéologie. C'est dangereux, mais laissez-moi vous donner un exemple qui aidera les gens à comprendre. Pourquoi avons-nous assisté, aux États-Unis ces dernières années, à une résurgence de la suprématie blanche? Je ne sais pas si vous avez vu la mise en scène avec M. Ramaphosa d'Afrique du Sud rendant visite à M. Trump et à qui l'on a montré un faux film sur des cimetières blancs dans son pays. Pourquoi y aurait-il une résurgence? Eh bien, la réponse est que les personnes blanches ont souffert parce qu'elles occupaient la majorité des emplois qui ont été délocalisés hors des États-Unis au cours des 30 à 40 dernières années. Il s'agissait d'emplois bien rémunérés, syndiqués, dans l'industrie manufacturière. Et ces emplois étaient occupés par des personnes blanches en raison de la structure discriminatoire de la société américaine. Ils ont donc souffert lorsque ces emplois ont été délocalisés. À peu près à la même époque, il y a eu la montée en puissance des Noirs, des personnes issues des minorités ethniques et des femmes en Amérique qui luttaient contre leur situation de seconde zone dans ce pays, une situation très ancienne et profondément enracinée. Ainsi, les Blancs qui avaient été touchés par la perte de leur emploi ont dû assister à la mise en place de toutes sortes de programmes spéciaux développés par le gouvernement, tentant de faire face à la radicalisation des Noirs, des personnes issues des minorités ethniques et des femmes protestant contre leur subordination politique et idéologique. Il a donc été d'une facilité enfantine pour les démagogues du mouvement MAGA de dire aux Blancs « Vous avez été lésés non pas par la décision de votre employeur, motivé par le profit, de payer des travailleurs chinois à votre place. Non, non, non. Vous avez été blessé par le favoritisme dont le Parti démocrate fait preuve envers les personnes noires, les personnes de couleur et les femmes. Vous avez toutes les raisons d'être en colère. Regardez M. Trump démanteler les programmes DEI dans ce pays. Diversité, équité et inclusion. C'est ça, le jeu. C'est comme ça qu'il est président. Il pense, et bien sûr il croit à tout cela. Sa démagogie est efficace parce qu'il se compte lui-même parmi ceux qui croient à tout ça. Il est vraiment raciste, et tout ce qui s'ensuit, tout comme la plupart des gens qui l'entourent. Ils sont donc capables d'identifier un problème social aux États-Unis, des divisions sociales horribles entre Noirs et personnes de couleur, entre Noirs, personnes de couleur et Blancs, entre hommes et femmes, qui sont dans un état très préoccupant. Ma femme est psychothérapeute, je peux vous l'assurer. Ses clients représentent un échantillon de la société américaine qui constate, à titre personnel, qu'il est difficile de vivre dans cette société compte tenu des tensions, des pressions
et des contraintes qui ne sont absolument pas résolues, ce qui explique la virulence du langage. Écoutez M. Trump. Il incarne bien la colère et l'amertume. Eh bien, il considère les Européens comme un fardeau supplémentaire, inutile. Nous sommes meilleurs qu'eux. Nous sommes plus avancés technologiquement. Nous avons une armée bien supérieure. Eux, ils n'ont même pas une armée décente. C'est juste. Et vous verrez si M. Trump se retire, vous le verrez très vite. On rejettera la perte de l'Ukraine sur les Européens. Je vous le garantis, car il rejettera la faute de tout ce qui arrive sur les personnes désignées, les perdants. Il ne pourra jamais critiquer le capital, le capitalisme ou les capitalistes. C'est pourquoi il ne peut pas reconnaître que la moitié des produits qui entrent aux États-Unis depuis la Chine proviennent de filiales d'entreprises américaines installées là-bas. Il doit dire des choses, comme tous les autres, du genre « Ils ont volé la technologie ». Ce n'est pas vrai. Les Chinois ont conclu un accord très calculé. Vous, Américains, ou Japonais, ou Allemands, ou Néerlandais, peu importe, vous pouvez venir en Chine, embaucher notre main-d'œuvre disciplinée pour une fraction de ce que vous payez chez vous, et nous vous donnerons accès au marché chinois, qui est désormais le plus grand et le plus dynamique du monde. Eh bien, j'ai enseigné dans des écoles de commerce. C'est ce que nous apprenons aux entrepreneurs. Allez là où les salaires sont bas et où le marché est en croissance, bien sûr. Et ils sont allés en Chine, parce que c'est là que ça se passe. Ensuite, quand les Chinois disent « D'accord, nous allons vous fournir la main-d'œuvre et l'accès au marché, mais vous devez partager votre technologie », c'était un accord auquel de nombreuses entreprises américaines étaient ravies de consentir. Ravies. Elles pouvaient continuer à développer la technologie. Elles n'avaient pas à ralentir. Elles devaient simplement donner ce qui était déjà connu de toute façon aux Chinois, en échange d'améliorations spectaculaires des produits et de la rentabilité. C'est pourquoi tant d'entre elles y sont allées. Mais remarquez la logique. Cette histoire, si vous la racontiez au peuple américain, ils la connaissent en quelque sorte. Vraiment. Mais ce n'est pas une histoire qu'on peut raconter. C'est comme notre vie sexuelle. On sait tous plus ou moins de quoi il s'agit, mais on a un accord tacite pour ne pas en parler. Alors, à la place, on parle des Chinois qui volent. Fantastique. Cela s'inscrit parfaitement dans l'idée du mal, du mauvais, du communiste et tout le reste. Et ainsi, vous n'avez pas vraiment à réfléchir à ce que vous faites, ni pourquoi vous le faites. Et bien sûr, vous ne pouvez pas arrêter cela. Voilà le problème. Vous ne pouvez pas arrêter le processus parce que vous ne pouvez pas vous permettre d'y réfléchir de manière raisonnable. Il y a un article vraiment fascinant que je recommanderais, écrit par Edward Luttwak en 1994. Il s'intitule « Pourquoi le fascisme est la vague du futur ». Et il est intéressant parce que son point de départ est l'ère néolibérale, qui a vraiment décollé dans les années 80, puis au début des années 90. Au lieu de commencer à calmer les choses et de restaurer une certaine responsabilité sociale de l'État, comme empêcher la délocalisation des emplois clés, s'assurer que le capital reste en harmonie avec les intérêts du travail, tout cela a été abandonné. Et il disait qu'avec ce marché mondialisé et l'arrivée de nouvelles technologies, la Gesellschaft finirait par arracher la Gemeinschaft. Son idée principale était que le gouvernement américain n'a pas essayé d'empêcher l'exportation de ses emplois manufacturiers clés. Sous le dogme néolibéral, maximiser l'efficacité du marché signifiait que l'économie serait le moteur. Et encore une fois, la société n'était qu'un simple appendice, rien à prendre en compte. Il était donc tout à fait prévisible de voir ce qui se passerait si l'on laissait les principales entreprises délocaliser n'importe quel emploi à leur guise, ou si elles n'avaient en réalité
plus aucune loyauté envers la société dans laquelle elles résident. On se retrouverait alors dans une situation où la côte ouest et la côte est des États-Unis, là où se trouvent les secteurs de la technologie et de la finance, prospéreraient grâce à la mondialisation. Comme vous l'avez dit, ils peuvent exporter les emplois manufacturiers vers l'endroit le moins cher possible, tandis que les Américains travaillant dans l'industrie se retrouveraient non seulement dans des emplois moins bien payés et moins qualifiés, perdant ainsi non seulement de l'argent, mais aussi leur statut social. Si vous fabriquez une voiture, ça fait partie de toute la culture américaine. Et maintenant, vous allez vous retrouver à la caisse chez Kmart. Ce n'est pas la même chose. Donc, vous détruisez la fierté des gens dans leur économie. Et l'idée principale, c'est que les humains ne sont pas que des chiffres. Ce sont de vraies personnes. Je suis donc tout à fait d'accord. Il y a une énorme complexité. Et au lieu de revenir sur les 40 dernières années d'économie néolibérale, on dit « les Chinois ont pris nos emplois, ils ont volé nos technologies ». Je veux dire, toutes ces absurdités qui n'ont aucun sens, mais qui se vendent bien mieux que de discuter des difficultés et des complexités du capitalisme et en fait de la nature humaine, qui ne peuvent pas vraiment être résolues. Permettez-moi d'ajouter une dimension ici. Voici l'ironie de tout cela. C'est la lutte entre le capital et le travail. Vous savez, Yanis Varoufakis le dit, et c'est très important, il a raison. C'est la lutte entre le capital et le travail. C'est la lutte des classes de Marx qui, au final, façonne tout cela. Ce qui s'est passé aux États-Unis au cours du dernier siècle commence et est toujours motivé par la réalité stupéfiante des années 1930. Les Européens, d'une certaine manière, et lorsque je les rencontre, soit ils ne connaissent pas l'histoire, soit ils ne lui accordent pas l'importance qu'ils devraient. Dans les années 1930, lorsque le capitalisme s'effondre à l'échelle mondiale en 1929, nous avons l'horreur de tout ce qui s'est déroulé dans les années 1930. La classe ouvrière américaine a basculé vers la gauche. Elle a rejoint les syndicats en masse. Ce fut la plus grande vague de syndicalisation de l'histoire américaine. Jamais rien de tel auparavant et jamais rien de tel depuis. On s'est retrouvé avec un tiers de la main-d'œuvre syndiquée et il s'agissait de syndicats puissants dans toutes les industries de base. On appelait cela le CIO. Et des centaines de milliers de personnes ont rejoint deux grands partis socialistes et un grand parti communiste. Ils étaient suffisamment puissants, tous ensemble, les socialistes, les communistes et les syndicats, malgré tous leurs désaccords et leurs difficultés, ils ont travaillé ensemble. Et ils étaient incroyables. Ils sont allés voir le président et lui ont essentiellement dit « Vous devez faire quelque chose face à cette grande dépression. Vous devez vraiment agir, sinon il va y avoir une révolution ici. » Et Roosevelt, le président, un démocrate centriste, un peu comme Bill Clinton ou quelqu'un de ce genre, a compris qu'il parlait à ses électeurs. Et les communistes n'ont pas hésité. Ils ont dit soit vous nous donnez quelque chose, soit nous vous écartons du pouvoir. Vous serez partis. Vous devez faire mieux que les républicains, sinon nous n'avons aucune raison de vous soutenir, et nous créerons notre propre parti. Alors, en très peu de temps, il leur a donné le système de sécurité sociale. Nous n'avions jamais eu cela dans ce pays. Une pension d'État, un salaire minimum décent. Nous n'avions jamais eu cela auparavant. Un programme d'assurance chômage. Si vous perdez votre emploi, vous recevez immédiatement de l'argent pendant 1 an ou 2. Et enfin, l'emploi public, 15 millions d'emplois. Et tout cela a coûté une fortune. Et le gouvernement n'avait pas d'argent, parce que c'était la dépression. Les entreprises ne payaient pas d'impôts, les consommateurs ne payaient pas d'impôts, et les travailleurs étaient au chômage et ne payaient pas d'impôts.
Alors il a fallu s'adresser aux riches. C'est ce qu'il a fait. Il a instauré de gros impôts et de gros emprunts, et il a emprunté pour s'occuper de la masse du peuple, pour leur donner un chèque sans contrepartie parce qu'ils étaient âgés ou au chômage. C'est l'anathème du capitalisme. Quand la guerre est finie, que le président qui a fait cela est mort, et que les nazis sont vaincus, un seul objectif s'est imposé à la classe dirigeante de ce pays: défaire le New Deal. Tout annuler. Il ne s'agit pas seulement de supprimer l'emploi public, ce qu'ils ont fait, mais aussi de faire baisser le salaire minimum jusqu'à ce qu'il devienne insignifiant à cause de l'inflation. Faire de même avec la sécurité sociale. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont formé le gouvernement à devenir un gouvernement qui ne fait rien. C'est le vieux laisser-faire. N'intervenez pas. Bien sûr, ils voulaient dire « ne faites rien de gauche ». Ils avaient une longue liste de choses que le gouvernement devait faire pour eux, dont la plupart concernent la guerre froide, et sont justifiées par celle-ci. Mais c'est pour cela que la classe dirigeante a pu dire « Maintenant, nous voulons être néolibéraux. Nous voulons que vous supprimiez les tarifs douaniers parce que nous sommes le pays numéro 1. Nous pouvons faire mieux que les autres. » Mais tout cela découle de la lutte des classes et de l'incapacité très myope que nous avons évoquée aujourd'hui, à savoir que nous ne pouvons pas voir parce que notre capacité de raisonner a été submergée par la croisade idéologique qui gouverne la culture américaine depuis 1945. Mais il n'est même pas nécessaire d'être aussi idéologique. Il y a longtemps, je crois que c'était en 1817 ou 1820, David Ricardo, l'un des piliers du libéralisme économique, a fait l'observation qui l'a surpris, qu'à chaque innovation technologique augmentant la productivité, la grande majorité des gains revenaient aux propriétaires du capital. Il a également souligné que parfois, même le travail pouvait en être affaibli, car le rapport de force relatif entre le capital et le travail se modifiait. Et encore une fois, il s'agit de l'un des économistes libéraux, mais aussi d'Adam Smith à John Stuart Mill. Ils ont reconnu que le développement ou l'émergence des rentiers serait également destructeur et néfaste. Mais de nos jours, lorsqu'on parle de gauche, de droite et de capitalisme, tout cela suit des dogmes politiques très étranges, qui n'ont pas vraiment beaucoup de fondements empiriques. C'est très étrange à observer. C'est, je pense, comme beaucoup de gens le ressentent, une époque très étrange où le fossé entre ce dont nos dirigeants parlent et notre ressenti face à ce qui se passe est tellement grand qu'on se demande vraiment où l'on est et comment interpréter ce qui se déroule. Et tu sais ce que ça provoque? Ça rend des programmes comme le tien d'autant plus importants? Non, vraiment. Ces conversations doivent avoir lieu. Et toi, ainsi qu'une douzaine d'autres qui font ce travail, êtes le seul espoir qu'il reste pour un débat rationnel. Regarde à quel point c'est intéressant qu'il revienne si souvent. Mais à quel point Yanis Varoufakis est frustré, parce que je sais que tu le connais. Tu sais comment il réagit souvent dans ses interviews quand il regarde le journaliste et qu'il n'arrive pas à croire. Vraiment, c'est ça que tu penses qui se passe. Il est obligé de rester poli. Eh bien, sur cette note très flatteuse, nous pouvons en rester là. Merci encore. J'adore toujours discuter avec vous. Moi aussi. Et je le pensais vraiment. J'apprécie énormément ce que vous faites. Je pense que c'est une contribution extrêmement précieuse. Eh bien, merci encore. Je vous en suis reconnaissant.